Deux. Ah, t'es mute, Braque. Bien vu. Merde, c'est Bien le joué, retour. On J'étais est muté, les fatigué, hein. amis. Désolé, c'est le retour de hors-jeu. Avec les meilleurs des meilleurs, on va rentrer officiellement dans les demi-finales de cette Coupe du Monde de folie, on peut le dire. Et oui, et comme je vous le disais, une équipe de choc pour analyser tout ça, pour anticiper les événements de ce soir et de demain soir, Argentine, Croatie et France-Maroc. Je vous le dis, ça tremble déjà là dans l'équipe. Installez-vous bien, on va se régaler les amis avec Bruce Granek qui est là. Comment ça va Bruce ? Salut les amis, écoute, ça va, la pression monte tranquillement, mais ça va, en espérant que ça va bien se passer, même si ça va être une soirée compliquée. Ah, on sent un petit bégaiement dans ta voix, je sais pas pourquoi, ça bégaye un petit peu là. Non, 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 pas de bégaiement, non? absolument pas, non. J'ai cru entendre un bégaiement. Bon, ça Oui, doit être oui, moi. bon, c'est parce que t'es ravagé. Ouais, ça doit être moi. Ouais, c'est ça, je dois être bien ravagé. Il y a Kanto qui est là aussi. Comment ça va, Kanto? Bah écoute, ça fait Écoute, du ça bien. va. On a eu 2 petits jours de pause, donc ça fait du bien pour se ressourcer avant de regarder ce match qui va aller aux prolongations, peut-être même pour voir une séance de tir au but entre Martinez et Livakovic. Ah oui, ça peut être un des matchs dans le match. On en parle tout à l'heure. Et il y a notre ami Scipion aussi qui est là ce soir. Comment ça va, Scipion? Bah écoute, Braque, ça va super bien. On s'est bien reposé avant. Et un petit message pour le chat, parce que j'ai vu sur la vidéo YouTube nos débriefs de France-Angleterre, tout le monde nous avait trouvé dépressifs, endormis, tristes. Ah, c'est pas Non, faux. non, on était vraiment soulagés. Enfin, tu peux raconter, hein. Moi, les buts de la France, j'ai célébré comme jamais. J'ai fait des poiriers, des roues arrière. Enfin, j'étais comme un ouf. Mais je pense qu'on était vraiment tellement contents. Et on avait surtout le sentiment d'être passé à côté. Tu sais, c'était un match super intense qu'on a tout pris sur nous. Et du coup, voilà, on était évidemment ravis de cette qualification. Faut pas croire qu'on était anti-Deschamps, anti-bleu. C'est juste On a laissé retomber un peu la pression, Oui. Exactement. et je sais pas si Ouais. on parle de la même pression, hein. Après, Ça après, dépend pour qui. c'est vrai que j'ai lu les commentaires. Et ben justement, pour vous dire, moi personnellement, mon état de fatigue après le match de l'équipe de France, les autres peuvent en attester. J'ai même pas fini justement cette fameuse pression. Donc pour vous dire à quel point l'état de fatigue était poussé. Bon, très bien. En tout cas, les amis, on est bien en forme. On a pu un petit peu se ressourcer avant le début de ces demi-finales. C'est dans combien Poineau, si jamais, tu peux très bien nous mettre le petit compteur là avant le 56 match. minutes. J'aime bien. Ouais, voilà, 1h56, excuse-moi. 1h56 exactement. J'aime bien quand on a le petit compteur, tu vois, pour faire monter la sauce. Avec nos amis de chez Winamax pour vous présenter cette émission. Et on vous rappelle le petit bonus de bienvenue que vous avez sur le site winamax.fr. Très très simple. C'est un bonus qui vous permet d'avoir votre premier dépôt doublé en pari gratuit. Voilà, et ça c'est jusqu'à 100 euros. C'est assez simple à comprendre. Et surtout qu'avec le code ORJEU10, vous avez une petite remise. Voilà, enfin c'est pas une remise, mais c'est un supplément qui vous permet de les parier sur leur site. C'est avec donc le code hors-jeu 10. Il est écrit dans le bandeau juste en bas. Kanto, juste avant, Ouais. petite prise de parole pour cette prévention, parce qu'il faut rappeler quand même que les paris sportifs, ça a un petit côté dangereux quand même. Ouais, exactement, comme d'habitude, il faut faire de la prévention, interdit aux mineurs et surtout gérer bien votre budget. C'est la fin de la Coupe du Monde, les matchs sont de plus en plus indécis. Vous savez que le football, c'est pas du tout une science exacte et de toute façon, il y a pas de pari sûr dans les paris sportifs. Donc on joue toujours avec un budget mesuré qu'on ne dépasse pas, même si on n'a plus de bankroll, comme on appelle ça. Tout à fait. Et on rappelle que les paris sportifs sont interdits, littéralement interdits aux mineurs. Tout à l'heure, Scipion, tu parlais de YouTube, justement. On en profite parce qu'on le fait quasiment jamais. Mais on sait qu'il y a pas mal de personnes qui nous regardent sur YouTube, qui peuvent pas être là sur Twitch, par exemple. Donc, ils nous regardent en replay. Et t'en as certains aussi qui nous écoutent en podcast. Donc, salut à vous. C'est vrai qu'on le fait jamais. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être là et de soutenir ce contenu qu'on essaie de vous proposer. Si, par exemple, vous êtes en train de courir là et que vous nous écoutez, sachez que on pense à vous et ça nous fait bien plaisir. Messieurs, on commence comme d'habitude, c'est la tradition avec le point bleu, on y va.
Allez, on se réserve cette petite preview d'Argentine-Croatie pour tout à l'heure. On va d'abord analyser les dernières informations qui sont en train de sortir sur ce France-Maroc. On sent que la pression là aussi pour ce match est en train de monter. On sent qu'il y en a aussi qui ont un petit peu de mal à choisir leur camp. Il y a beaucoup de Marocains en France, hein, donc forcément des Franco-Marocains qui savent pas trop sur quel pied danser. Donc voilà, on pense fort à vous. Ça va être une belle affiche, un bel événement. Donc quoi qu'il arrive, on va kiffer. Côté France, Scipion, les infos qui sont sorties, elles concernent surtout Rabiot et Upamecano. Apparemment, ils étaient absents du dernier entraînement des Bleus. C'est peut-être pas une si bonne nouvelle que ça. Ouais, on pourrait pour la première fois avoir des titulaires absents de l'équipe de France. Rabiot, ce serait car il serait malade. Ouais. Upamecano serait plus musculaire, mais en tout cas, voilà, les dernières infos qui sont sorties, du coup, je pense, c'est comme d'habitude, hein, on va juger un peu heure par heure, notamment demain, et on pourrait avoir du coup Fofana qui prendrait la place de Rabiot et Konaté qui prendrait celle d'Upamecano. Donc voilà, c'est Didier Deschamps qui tranchera. C'est un peu, alors autant. En fait, les deux me gênent un petit peu parce que Upamecano, à la relance, il a été hyper précieux, mais sur l'aspect défensif, pour Konaté, je me fais aucun problème. Ouais. Rabiot, par contre, voilà, faut que Fofana se mette au niveau. Mais après, on sait que le double pivot, que Tchouaméni le connaît par cœur. Donc, il y a, tu vois, à chaque fois, il y a positif, négatif. Mais pour le coup, on verra ce que Deschamps décidera demain. Ouais, tout à fait. Quanto, si jamais ces deux joueurs sont absents, est-ce que c'est une très mauvaise nouvelle pour le groupe France, sachant que les Marocains sont quand même une équipe, qui sont, le Maroc c'est pas une équipe facile à manœuvrer, c'est une équipe qui défend très fort, c'est une équipe très compliquée à bouger. Si jamais tu perds des éléments importants comme ça dans ton groupe, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour toi? Oui, c'est évidemment une mauvaise nouvelle parce que Rabiot, de toute façon, on sait qu'aujourd'hui c'est le véritable patron dans ce milieu de terrain français. Il n'y a pas vraiment de mauvais matchs à son actif depuis le début de la Coupe du Monde, donc c'est évidemment un joueur qui a beaucoup d'impact. La question, ça serait par qui le remplacer, comment le remplacer. Kamavinga a finalement assez peu joué dans ce mondial, Guendouzi, Verretou. C'est vrai que à part Fofana, peut-être qui serait le remplaçant le plus naturel. Finalement, on a peut-être pas un joueur du même acabit que Rabiot, donc son absence serait évidemment une très mauvaise chose. En ce qui concerne Upamecano, euh, on l'a vu faire un très bon mondial jusqu'ici, assez exceptionnel, peut-être un petit peu naïf face à l'Angleterre sur pas mal de phases de jeu, notamment avec Harry Kane, mais on sait qu'Harry Kane est quand même difficile à défendre. L'avantage, c'est que dans cette équipe de France, en défense centrale, on a quand même Konaté qu'on réclame tous depuis le début. Donc à la limite, moi, l'absence de Dayot Upamecano serait peut-être moins dommageable que l'absence de Rabiot à mon sens, puisqu'on a de quoi vraiment le remplacer. Après, on sait qu'on est dans un mondial. Quand il y a des joueurs qui sont préservés, il y a toujours un petit peu d'intox autour de ça. Est-ce que les joueurs sont vraiment dans le mal? Est-ce que finalement c'est juste pour les préserver, pour qu'ils soient vraiment en forme et s'assurer qu'il n'y ait pas de pépins physiques? Parce qu'on sait que voilà, en général, les entraînements pendant un mondial, c'est jamais des entraînements ultra intensif, jamais ultra poussé, notamment pour préserver les organismes, surtout que ça joue quand même des matchs tous les 3-4 jours. Donc voilà, j'attends de voir et d'avoir un petit peu plus d'infos, mais l'absence de Rabiot me dérangerait quand même pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est toujours des choses, hein. Je vois que sur le chat, il y en a certains qui nous disent que finalement, certains les annoncent titulaires et tout. Mais forcément, nous, on analyse, on n'est pas dans le groupe, donc on ne sait pas exactement ce qui se passe. On ne sait pas si c'est juste parce que les mecs ont été préservés pour être en pleine forme demain. Voilà, on saura forcément au moment du match. Bruce, moi j'ai envie de te lire un tweet de Walid Regragui, donc le sélectionneur marocain, parce qu'on sait que t'aimes bien un petit peu décortiquer ce qui se dit pour voir ce que tu comprends, toi. Il nous dit, en 2018, la France m'a fait rêver à sa manière de jouer, ils ont tout compris, ils ont explosé tout le monde, c'est la meilleure équipe. Si on peut prendre exemple sur eux demain, pourquoi pas? Comment est-ce que tu analyses cette déclaration de Regragui? Est-ce que pour toi c'est de l'intox ou est-ce que pour toi c'est juste une forme de respect? Je précise que, attends, juste avant que Bruce réponde, je précise c'est pas un tweet, hein, c'est un extrait de son interview en conférence de presse. Oui, pardon, c'est un extrait, bien il sûr. l'a dit à l'oral. Je l'ai lu dans un tweet, tout à fait. Non, c'est une interview où justement on lui pose la question et lui il parle des fameux XG de la possession. En gros, il te dit on en a rien à foutre si ça te fait pas gagner, quel est l'intérêt d'avoir le. Et sur le fond, il a pas tort. Enfin, on le sait tous. Il dit il n'y a pas qu'une manière de jouer. Il dit il y a des équipes qui ont énormément de possession et qui vont se créer que 2 occasions de but. À quoi ça sert en ces cas-là? C'est pour perdre à la fin. Donc il fait bien le parallèle avec l'équipe de France qui eux ont tout gagné et la meilleure équipe depuis X années.
et on n'a pas toujours été la plus belle équipe à voir jouer. Il y a eu des moments où voilà, c'était pas flamboyant, mais on est efficace dans les deux surfaces, on sait contre-attaquer, on n'est pas obligé d'avoir tout le temps une énorme possession. Et c'est en ça où il disait que la France, c'est très fort parce que eux, ils peuvent jouer de toutes les manières et ils peuvent faire très mal, quoi. Ils sont forts dans les deux surfaces. Et sur ça, on peut pas lui donner tort. De toute façon, il est en demi-finale, il a joué des grosses équipes, il en a éliminé des très grosses juste là en jouant de cette manière-là, en laissant peut-être aussi la possession, notamment contre l'Espagne. On sait que c'est un peu la caricature de la possession par moment. On sait qu'ils adorent ça, peut-être un peu à l'extrême par moment. Et au final, quand tu gagnes, tu as raison. Et il n'a pas tort. Il y a des équipes, il faut savoir jouer avec ses moyens. Tu n'as pas forcément des joueurs aussi techniques que le 11 espagnol pour redoubler les passes tout le temps, prendre énormément de risques balle au pied, même avec tes défenseurs et tout. Donc voilà, faut jouer avec ses moyens et quand ça gagne, rien à dire. Il l'a très bien dit, il y a différentes manières de jouer au foot et en tout cas pour le moment, ça lui donne raison. Oui, de toute façon, tu arrives, la Coupe du Monde, le but c'est de la gagner, hein, donc forcément tu vas mettre toutes les chances de ton côté. Alors, Scipion, c'est vrai que cette conférence de presse de Walid Regragui, elle était assez, je dirais pas explosive, mais en tout cas, il a dit pas mal de choses, pas mal de petites punchlines. Il a aussi dit ça, on est venu changer les mentalités de notre continent. Si on est content d'être en demi, je ne serai pas content, moi. Je vais être en finale. J'espère que la France ne nous respectera pas, car ce sera difficile si c'est le cas. Pareil, qu'est-ce que toi t'as compris au travers de ce message? Non, mais évidemment, il a raison par rapport à ce continent africain. On a connu des belles épopées, le Cameroun 90, le Sénégal 2002 ou le Ghana 2010. Mais là, il a fait encore mieux. Il les a emmenés dans le dernier carré et il a surtout dit, voilà, faut arrêter de les regarder. Et c'est bien parce qu'au cours de cette Coupe du Monde, on a eu pas mal d'équipes africaines finalement bousculer d'autres équipes sud-américaines et européennes. Mais voilà, le Maroc a fait encore plus. Et je pense que ça va leur donner un certain élan, notamment, je pense à la Coupe du Monde 2026, où ils auront plus de place. Et encore une fois, on le rappelle, il y a eu un France-Côte d'Ivoire en match amical en mars dernier. On a vu cette équipe de Côte d'Ivoire nous faire beaucoup de mal avec ce milieu de terrain, avec notamment Sangaré et Kessié. Et Yoris lui-même l'a dit en conférence de presse après le match. Il a dit mais c'est pas normal que cette équipe ne soit pas la Coupe du Monde. Et c'est vrai que pour le coup, cette histoire, tu vois, de quota et tout, en même temps, les qualifications elles-mêmes du continent africain sont une telle galère. Ça a eux aussi de réformer ça parce que c'est hyper compliqué, tu vois. Ce truc de barrage, tout ça, c'est un peu galère. Donc voilà, je pense que le Maroc a ouvert la voie, mais maintenant c'est à eux de concrétiser ça. Après, le Maroc, on sait que c'est une équipe qui a super bien travaillé en amont. Ils ont mis les moyens, plusieurs millions d'euros pour avoir leur propre Clairefontaine. Tout le monde loue ce centre de formation, ce centre d'entraînement. Et évidemment, en Afrique, il faut que cet argent serve à ça. Il ne faut pas que ce soit dilapidé, il ne faut pas que ça serve à de la corruption, parce que malheureusement, ça arrive dans beaucoup de pays. Et aujourd'hui, le Maroc a montré un chemin. Et quand tu vois le potentiel de certaines équipes, tu vois le Sénégal, même l'Algérie, finalement l'Algérie c'est un peu raté entre la CAN et les barrages, mais cette équipe de Belmadi, il avait les moyens de bien figurer à la Coupe du Monde, sait-on jamais. Je pense aussi à la Guinée, tu vois, qui a aussi construit son Clairefontaine. Donc il y a un mouvement qui est en marche dans pas mal de pays. Mais maintenant, voilà, c'est vrai que je pense que Regragui, il a un discours sans complexe, comme tu dis, sans langue de bois, parce qu'il veut vraiment qu'ils arrêtent de les regarder, tu vois. Comme si toutes les équipes étaient supérieures à elle. Et pour le coup, je pense qu'il a vraiment, avec son style de jeu, avec sa manière de parler, tout ça, il a montré que oui, le Maroc peut rivaliser avec n'importe qui. Et du coup, ça peut décomplexer certains après. Oui, en tout cas, c'est exactement le chemin qu'il faut suivre, hein. Et c'est vrai que c'est pas mal d'entendre ce genre de choses. Moi, personnellement, je trouvais qu'il avait quand même pas mal raison sur ce qu'il disait. Certains auraient préféré qu'il parle un peu plus foot, mais très honnêtement, dans une Coupe du Monde, parfois ça va peut-être au-delà du foot. Bah oui, non, mais c'est ça. Mais les gens, comme il a dit, les XG, la possession, les stats, il dit ça, vas-y, faites-en ce que vous voulez. Cool. Il dit oui, on peut en faire quelque chose, mais moi, je m'attache pas qu'à ça. Et il a raison. Ouais. Voilà, terminé. C'est pas que les stats qui te font gagner au foot. C'est sûr, il vaut mieux les avoir pour toi. Mais quand tu joues l'Espagne, par exemple, tu sais que de toute façon, tu n'auras pas la possession. Donc, il faut trouver des moyens de les emmerder, de les battre, comme il l'a dit. Donc, voilà, ça paraît d'une évidence, c'est tout. Le but d'un entraîneur ou d'un sélectionneur, c'est de tirer un maximum de ses joueurs en fonction de leur qualité, de ce que tu peux faire ou ne pas faire. Et ça, pour le moment, il en tire le maximum et c'est pour ça qu'ils sont là. Alors qu'il y a des sélectionneurs qui n'ont pas réussi à tirer le maximum de leurs joueurs, c'était des supposés favoris. Et du coup, c'est sorti bien plus tôt que prévu, c'est tout, il n'y a rien à comprendre. Attention, la guerre aux XG. Juste on a une petite info qui sort, enfin une info a priori, c'est Youssouf Fofana et Ibrahima Konaté qui ont remplacé Rabiot et Upamecano dans l'entraînement du jour. Donc si jamais, ce serait peut-être une piste.
Si les deux venaient à être absents, on verra demain. Quentin, je veux aussi ton avis sur la question et après on s'intéressera à Argentine-Croatie. Toi, tu as dû voir des bribes de ce qu'il a dit, justement, le sélectionneur marocain. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'en ai pensé que certains peuvent le prendre pour un arrogant à parler comme ça, sauf que moi je l'ai pas du tout pris comme ça. Mm. Euh, Quand il parle des fameux XG, quand il parle de la manière de jouer au football, des statistiques, de la data, il est en train de dire qu'il a conscience que lui il a un effectif de qualité, mais que voilà, sur le papier, il a conscience des limites en fait. Il sait les points faibles et les points forts de son équipe et du coup il a décidé de mettre en place un système de jeu qui fait qu'il essaye de colmater au maximum les brèches de cette équipe marocaine pour mettre en valeur le plus possible les qualités de cette équipe marocaine. Aujourd'hui, Regragui, quand il dit que c'est pas une surprise d'avoir battu l'Espagne et d'avoir battu le Portugal, Ouais. je le comprends complètement parce que quand tu vois le parcours en poule, déjà tu te dis que ça pouvait être potentiellement une surprise, mais quand une équipe arrive à sortir d'une poule avec la Croatie, la Belgique et le Canada et que derrière il y a un exploit contre l'Espagne, un exploit contre le Portugal, avec un effectif de joueurs qui, si tu prends El Yamik, ça joue à Valladolid, Aziz Ounahi, ça joue à Angers, enfin je veux dire, c'est pas des mecs qui jouent à Chelsea ou Real Madrid ou à Manchester City, donc il faut juste remettre les choses dans leur contexte. Ce sont des joueurs qui aujourd'hui jouent pour la plupart dans des clubs très bons clubs de haut niveau, mais des clubs moyens. Ça ne fait pas partie des très grands clubs d'Europe. Et pour autant, Regragui, il arrive à très bien faire jouer ces joueurs-là, et c'est des joueurs qui arrivent à se mettre en valeur. Unai, depuis le début de l'Euro, de la Coupe du Monde, pardon, c'est un mélange de Van der Vaart, de Van Bommel, de tout. Enfin, je veux Apparemment, dire, le Barça est sur lui aujourd'hui. Ouais, Hein. non, mais le mec est très fort et c'est pas le seul. On peut citer Amrabat, on peut citer Amala aussi pour le milieu de terrain, mais on peut citer quasiment tous les Marocains et même les remplaçants marocains qui, sur le papier, n'étaient pas prédestinés peut-être à être titulaires. Au final, ont été incroyables, notamment sur le match contre le Portugal où je pense à Attiatala, latéral gauche, et je pense également à El Yamik, défenseur central, où les deux ont été très bons. Donc voilà, Regragui, aujourd'hui, il a conscience que le football contemporain, même s'il y a une petite évolution maintenant depuis quelques années avec ces fameuses compos à 3 ou à 5 avec les pistons et les winbacks, on essaye de pratiquer un football différent depuis maintenant 2-3 ans. Euh, le football ces dernières années, que ce soit en sélection ou en club, c'était un football qui était relativement défensif. Et un football défensif, c'est un football qui gagne. Et il a bien compris une chose, c'est que le but au football, c'est pas d'être beau, c'est pas d'avoir des expected goals, c'est pas d'avoir des occasions de but. Le but, c'est simplement de marquer un but de plus que l'adversaire. Et ça, il a très bien compris. Et ça, peu importe la manière. Et bah non, mais c'est une simple vérité. C'est comme ça que l'équipe de France a été championne du monde. On a été dégueulasse, hein. Mais pour autant, on a été champion du monde. On va pas rappeler notre entrée en matière où on a galéré contre l'Australie. On a tous commencé à trembler. Derrière, tu joues le Danemark. Même en 98, on est loin d'être extraordinaire dans le jeu. Faut dire les choses. C'est parce qu'on est solide défensivement. Et voilà, c'est comme ça que les équipes, la plupart du temps, sont championnes du monde. Exactement, et en fait c'est pour ça qu'il y a des entraîneurs qui aujourd'hui comprennent que un football défensif ça te permet simplement de pouvoir piéger tes adversaires qui veulent un petit peu trop en faire, et quand t'as pas la chance d'avoir Kevin De Bruyne comme il l'a cité, parce que d'ailleurs il a dit moi j'ai pas la chance d'avoir Kevin De Bruyne ou des Bernardo mecs comme Silva, ça, et il l'a dit. Bernardo Silva par exemple, voilà, au milieu de terrain, et il joue avec ses armes, et aujourd'hui moi je lui tire mon chapeau, parce qu'avec des joueurs de cette qualité là, il arrive premièrement à pratiquer un football qui le fait gagner contre les plus grandes nations du monde, et en plus de ça, il arrive à sublimer ses joueurs. On voit que ses joueurs comprennent son système de jeu, lui font confiance, et pour ça, bravo monsieur Regragui. Et là où... vas-y, Scipion, vas-y. Non, Braque, juste pour rajouter un truc. Vas-y. En plus, autant le match contre l'Espagne, c'était un petit peu de la caricature, parce qu'évidemment, la possession stérile des Espagnols a rendu ça un petit peu indigeste. Autant contre le Portugal, pendant 1 heure, je trouve qu'ils ont vraiment bien joué. Évidemment, et il n'avait pas le ballon tout le temps. Mais honnêtement, dans les transitions, juste le but, c'est une action où il touche 14-15 fois la balle, on réussit à décaler le latéral, à trouver un espace. Franchement, et puis, équipe, je trouve qu'en transition, ils sont prend sortis confiance. plus contre le Portugal. Non, parce qu'il y avait plus, déjà, ils avaient moins le ballon, les Portugais, que les Espagnols, et du coup, il y avait parfois des espaces à exploiter, et ils n'hésitent pas à tenter leur chance aussi, on l'a vu, à essayer de se projeter quand il y a des espaces. Et ils ont montré qu'ils savaient bien l'utiliser, le ballon aussi. Il y a eu des ressorties de balles qui étaient très propres. Tantôt, tu voulais dire contre le Portugal en première période, le Portugal a le ballon de manière assez globale, mais à part Bruno Fernandes qui fait les transversales, il y a eu très peu d'actions. Dommage que Joao Félix rate beaucoup de ses prises de balles et de ses contrôles, mais mis à part la tête sur le coup franc frappé par Bruno et la tête de Joao Félix et derrière une demi-volée de Joao Félix, les actions marocaines ont été à côté multiples. Il y a une frappe de Sofiane Bouffal qui est un peu écrasée, il y a une frappe écrasée également de Hakim Ziyech sur le côté, il y a le but d'En-Nesyri. Voilà, il y a plusieurs opportunités du côté des Marocains. Alors c'est pas des actions
c'est pas des actions où tu frappes à 2 mètres des cages. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des opportunités de la part des Marocains. Donc quand tu regardes la possession en jeu dans le football, t'as l'impression qu'ils n'ont pas vu le jour du match. Mais non, en fait, c'est simplement que le peu de ballons qu'ils ont touchés, ils les ont exploités à merveille. Ils les ont pas rendus facilement, ils les ont pas rendus trop vite. Et ça, c'est le gros danger, c'est quand l'équipe adverse a la possession, t'as tendance à trop courir vers l'avant et à trop le rendre. Et ben là, non, ils ont pas fait n'importe quoi. Et à chaque fois que le Maroc a eu des opportunités, ça a fini en occasion de but et ça finit en frappe. Puis Non, de mais toute façon, Oui, excuse-moi, Braque, vas-y. non, vas-y, tu peux. Ouais, c'était juste pour dire, de toute façon, c'est mathématique. Quand tu prends pas de but, t'as de grandes chances de gagner le match. Hein. Bah, c'est Enfin, ça. hashtag analyse, que tu sais que tu vas avoir tes... C'est Mais non, bête. mais tu vas avoir tes occasions, ils prennent pas un but. Et ça fait penser, tu sais, un peu à la Grèce, etc. Tu sais, il y a eu des parcours un peu comme ça d'équipes qu'on n'attendait Bien peut-être sûr. pas à ce niveau-là, qui étaient ultra solides défensivement, et ils savaient, et toi tu le savais, qu'ils allaient avoir des situations, des occasions. Et si bah, tu arrives à en mettre une sur 3-4 situations, bah t'es bien derrière. Mais non, mais c'est vrai, c'est incroyable de prendre 0 but, à part le CSC, avec les équipes qu'ils ont joué. Franchement, c'est très fort. Du coup, bah, à partir de ce moment-là, quand tu arrives à défendre en bloc comme ils le font, et ils le font extrêmement bien dans cette Coupe du Monde, bah déjà, tu agaces petit à petit ton adversaire qui ne trouve pas la clé. Du coup, toi, de temps en temps, tu sens qu'il y a des moments, bah, tu vas pouvoir peut-être te projeter et leur faire mal parce qu'ils s'y attendent peut-être pas forcément, etc. Quoi. Donc, leur jeu aussi peut agacer les adversaires, tu vois. Ça peut te compliquer la tâche parce qu'ils sont vraiment très, très chiants à jouer. Ce serait bien dans hors-jeu qu'un jour on se fasse une rétrospective sur le parcours de la Grèce à l'Euro 2004 parce que c'était quelque chose aussi. Hein. Mine de rien, c'est vrai que c'était une équipe extrêmement défensive, mais ils avaient quand même des joueurs, des techniciens et tout. C'était pas dégueulasse. Ils avaient un bon gardien. Bah, comme le Maroc. Il s'appelait comment déjà? Nico Nicopolidis. je crois. Nico Ouais. Polidis. Ils avaient leur Zidane aussi, leur numéro 10 là. Je crois celui qui fait le centre sur Charisteas C'est pas contre la France. Katsouranis. Ah, il y avait, ouais, Katsouranis, Karagounis, ouais. Il y avait Zagorakis qui termine top 5 Ballon d'Or cette année-là. Non, mais c'est lui, c'est Zagorakis, c'était lui le numéro 10 de Ouais, la Grèce, là, il me celui semble. qui jouait à Bologne, ouais, Voilà, c'est ça. à Bordeaux, on avait récupéré Capsis, qui avait été un petit flop derrière. Capsis, oui, putain, l'ancienne. Non, mais un jour, je crois qu'on se fera une rétro, parce que franchement, ça doit être trop intéressant à raconter. Ouais, non, bon, blague à part, en tout cas, de ce que j'entends parmi vous, les gars, bah, le Maroc, faudra clairement s'en méfier, parce que oui, en effet, hein, t'as des équipes comme ça qui sont capables de te prendre en compte, d'être très solides, et sur un coup du sort un petit peu, bah voilà, te faire plancher. Mais eux, les Marocains, c'est différent. T'as la sensation qu'en fait, ils sont vraiment capables de mettre en place un jeu, d'avoir de très bonnes phases de Ils transition. vont être à Et je pense que domicile. c'est ça qu'il va falloir. Oui, non, mais complètement. Bah, Déjà, ça, ils vont être ça à joue domicile. énormément. Hein. Ça te pousse toi, ton Bien équipe, sûr. et en face, bah, ça peut être compliqué aussi. Donc, Sur une il y a séance ça aussi. de tir au but aussi, par Même dans exemple. le Non, jeu mais tout court, hein. Tu as tendance à courir comme un chien quand tu es poussé par un public. Tu as l'impression que tu as increvable à en faire toujours plus. C'est le 12e homme, comme on dit. Hashtag Ouais. analyse encore une fois, mais c'est tout con. Mais non, mais tout ça, ça compte depuis le début. Et on voit l'ambiance qu'ils mettent et tout. Et quand tu as le ballon, tu te fais siffler, etc. Et c'est un énorme plus. Ça joue, Ça, ça c'est joue. un truc que tu peux pas prendre à la légère. C'est une évidence. De toute façon, les amis sur le chat, demain, on se fait une preview de ce match. On sera vraiment au plus proche de la rencontre. Donc, on fera une émission avant le match et une émission débrief après. Donc, une petite heure de preview avec les dernières infos et peut-être analyser au plus proche. Et ensuite, le gros débrief de 2 heures à la fin du match. Bah, messieurs, on peut avancer, je pense, et maintenant passer à ce Argentine-Croatie. Ça y est, on y est dans quelques minutes. Hein. Maintenant, on peut le dire, hein, il reste moins de 2 heures avant ce match-là. Bruce, je te laisse la parole. Quel est ton sentiment? C'est vrai que voilà, la Croatie a montré des choses vraiment très, très, très intéressantes sur son quart de finale. On a vu une équipe complètement différente, hein, presque transcendée même, hein, qui a très bien joué au ballon. Son milieu de terrain s'est complètement révélé. Est-ce que pour toi, ça te fait peur pour l'Argentine? Est-ce que tu penses que là, l'Argentine va véritablement avoir une équipe très, très, très compliquée à gérer? Oh, mais c'est une certitude. De toute façon, la Croatie, ils avancent plus masqués. Au début de la compétition, il y en a beaucoup, tu vois. On se posait la question, est-ce que c'est pas un peu vieillissant?
etc. Et au final, tu as l'impression que c'est presque un copier-coller d'il y a 4 ans, ils sont encore là. Toujours avec ces fameux matchs à rallonge, ils arrivent toujours à s'en sortir. Là, ils sont menés contre le Brésil, ils te sortent l'un des gros favoris du tournoi, alors que t'es quasi sûr de te faire éliminer, il reste peu de temps. On sait que c'est une équipe qui a un énorme mental, qui a un gardien qui est en feu, qui a pour moi le meilleur milieu de terrain de la Coupe du Monde avec Brozovic, Modric et Kovacic. Tu as une charnière où c'est très solide, avec notamment Vardiol, qui est sûrement le meilleur d'essai de cette compétition. Sincèrement, il y a tout pour poser énormément de problèmes à l'Argentine. La dernière fois que c'était joué, bon, l'Argentine était peut-être moins forte que là, à voir, on verra ce soir. Mais il leur avait mis un 3-0 sévère, enfin sévère dans le bon sens, où c'était mérité, mais il y avait une correction. Donc cette équipe peut jouer n'importe qui, il y a un gros QI football chez certains joueurs, ça aide beaucoup. C'est une équipe qui a beaucoup d'expérience aussi, qui connaissent les grandes compétitions, et notamment il y a 4 ans, ils connaissent le chemin. Voilà, on a tendance à dire que ça manque peut-être un peu de créativité devant, mais ils ont quand même des joueurs de devoir, des soldats. Donc, ils sont capables vraiment de tout. Et oui, l'Argentine, il va falloir qu'ils sortent un match plus que sérieux, très, très sérieux, s'ils veulent se qualifier pour la finale. S'ils font un match moyen, pour moi, ça suffira pas. Alors, a priori, le 11 que vous voyez là actuellement, c'est pas le 11 officiel. Pour l'Argentine, apparemment, c'est le 11 officiel qu'on a, nous. On est en train de vous le préparer, on va vous le montrer avec les joueurs qui seront. Ça parle de Paredes, là. Paredes, ah oui. Okay. Paredes, a priori, titulaire, à côté d'Enzo Fernandez, McAllister, De Paul, un tout petit peu plus haut, Messi, Alvarez en pointe. À 4. Voilà, c'est ça. Tagliafico, Romero, Tamendi, Molina et Martinez, qui a été héroïque face aux Pays-Bas. Là, on peut comprendre que le principal souci en face, on sait que c'est le milieu de terrain. Tu densifies le milieu de terrain avec des joueurs qui peuvent courir beaucoup, donc pour essayer de leur poser le plus de problèmes possible. On se doute qu'il y aura un mec qui sera en mission sur Modric, parce qu'on sait que c'est la clé de cette équipe, ce milieu de terrain croate. Ouais. Donc je pense que c'est tout simplement pour ça qu'ils ont densifié le milieu avec beaucoup de joueurs travailleurs. Oui, c'est ça. Finalement, Kanto, l'impression qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, il va y avoir plus que jamais une vraie lutte au milieu de terrain. À qui est-ce que tu donnes plus l'avantage, toi? Est-ce que tu penses que c'est les Croates vraiment qui vont avoir la possession dans ce match? Je sais, c'est compliqué. Mais est-ce que tu vois plutôt les Croates avoir le ballon ou plutôt les Argentins? Comment tu analyses le truc? La lutte du milieu de terrain, il n'y a pas photo. Aujourd'hui, le milieu de terrain croate est à mon sens plus performant que le milieu de terrain de l'Argentine. C'est peut-être un des meilleurs milieux de terrain de tout le mondial. Quand on parle de Kovacic, Brozovic, Modric, voire même tu peux rajouter Perisic qui a tendance un peu à décrocher, c'est pour moi un des meilleurs milieux de terrain du Croate. Après, c'est pas parce qu'il y a un bon milieu de terrain que les mecs vont systématiquement avoir la possession. Ça, c'est faux. On a vu la Croatie face au Japon qui a été énormément en difficulté. J'en avais déjà parlé. Pourquoi? Parce qu'il y avait un pressing japonais qui était très intense et qui était très très haut sur le terrain. Et ça a énormément gêné la Croatie en termes de relance. Donc moi, je pense qu'il va y avoir plusieurs facteurs pour savoir qui va avoir le ballon. Ça va être l'intensité que va mettre l'Argentine dans sa manière de récupérer le ballon. Et si l'Argentine va accepter de reculer pour déléguer un petit peu le jeu, ou si l'Argentine va directement monter sur les porteurs de balles et venir essayer d'embêter le plus possible les Croates qui dans ce cas-là peuvent être un petit peu dépassés. Pas forcément au niveau du milieu de terrain, mais dans le bloc équipe carrément de cette équipe de Croatie. Donc moi c'est la question que je me pose. Sincèrement, je pense que ça va être une possession qui va être relativement équilibrée, où il va y avoir des temps forts entre l'Argentine et des temps forts de la Croatie avec un léger avantage à l'Argentine. Parce que je pense que l'Argentine va énormément prendre son temps en ayant conscience qu'il faut quand même essayer de sevrer le plus possible de ballons ce milieu de terrain. Puis les Croates, ils aiment bien attendre un peu, ça les dérange pas des fois. Exactement, c'est pour ça. Ouais. C'est ça. Moi, je pense qu'il va y avoir cette conscience de l'Argentine qu'il ne faut pas donner le ballon facilement aux Croates, et les Croates qui vont accepter tranquillement. Bah écoute, on va reculer, on va pas trop presser, on va juste contenir. De toute façon, nous on a que des trentenaires dans l'équipe, donc si on ne doit pas presser comme des chiens, ça nous va très bien garder un petit peu le ballon. Donc voilà comment je l'imagine moi un petit peu ce match-là. C'est pour ça que je donne un petit avantage à l'Argentine en termes de possession de balle. Voilà. Mais la possession ne veut pas dire remporter le duel ni la bataille du milieu de terrain en tout cas. Oui, non, évidemment. Alors, Scipion, c'est un petit peu la même question, mais de manière un petit peu plus globale. Dans quelle zone du terrain est-ce que tu penses qu'il y aura le plus bagarre dans ce match-là? Quelles vont être les zones à véritablement regarder à la loupe ce soir? Évidemment, il va y avoir plusieurs matchs dans le match qui vont être intéressants. Enzo Fernandez face à Modric, Gvardiol contre Alvarez. On peut imaginer aussi Sosa face à Messi. Enfin, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et au-delà de ça, on a commencé à le dire, notamment le sondage sur Paredes, va-t-il prendre un rouge?
Ça va être important du côté des Argentins de bien gérer les émotions. Alors pour le coup, avec les Pays-Bas, avec les déclarations de Van Gaal, il y avait un petit contentieux. On a Mm. vu Messi très véhément, très vénère, comme on l'a rarement vu après ce match contre les Pays-Bas. Mais pour le coup, contre la Croatie, ça va être un match long, il va être patient, il va pas falloir s'énerver. Voilà, quand on voit Paredes, on sait que c'est un joueur qui peut péter un câble à tout moment. Un match de Coupe du Monde, si tu pètes un câble, ça peut être critique pour ton équipe et Ouais. tu peux pleurer et revenir dans 4 ans. Donc, il va falloir bien gérer ça du côté des Argentins. On sait que ouais, c'est une équipe qui vit à fond les choses. Donc, voilà, faut se canaliser. Mais dans un sens, c'est sûr que la bataille du milieu de terrain elle va nous passionner parce qu'on l'a vu, le trio croate vraiment réussir son match contre le Brésil, beaucoup courir. Brozovic qui a fait un record de kilomètres parcourus. On a vu Modric tenir 115 minutes, vraiment de manière assez admirative. Mais voilà, les Argentins ont aussi des solutions en sortie de banc, hein, parce que mine de rien, le penalty tiré par Lautaro Martinez, ça lui a redonné un petit regain de confiance. En face, on aura notre ami Petkovic qui a marqué. Donc peut-être que ce match aussi, ça va être intéressant de voir les changements, parce que je trouve que Scaloni contre les Pays-Bas, il s'est un petit peu gouré. Ça a permis notamment aux Pays-Bas de revenir petit à petit. Donc je pense que ça va être très intéressant de voir comment les entraîneurs vont gérer ça, surtout si c'est un match, comme on le pressent peut-être un petit peu tous, qui va en prolongation. Alors, juste une info, je vois pas pourquoi Bruce de Rosario face à Braque de Zagreb. Hein, j'ai jamais été supporter croate ou eu un penchant pour la Croatie en particulier, donc je vois pas pourquoi. Bruce, t'es d'accord avec Scipion, toi, ou pas, sur ça? Parce que c'est vrai que les changements vont être assez importants. On a vu sur l'écart que les équipes avaient pu quand même se reposer. Est-ce que tu penses que là, le banc va jouer un rôle primordial ce soir? Bah, si ça va en prolongation, bien sûr que le banc sera très important. Il y a ce petit jeu-là. Bon, ça peut être un petit avantage pour les Argentins, qui ont peut-être un peu plus de qualité sur le banc. Après, c'est vrai qu'il y a aussi Acuna qui est pas là et qui, pour le coup, fait vraiment le boulot. Lui, ça peut peut-être manquer. Ouais. Donc voilà, mais sincèrement, ouais, c'est assez dur, encore une fois, mais je le dis pour beaucoup de matchs dans cette Coupe du Monde à ce niveau-là. C'est tellement dur à lire et tu le vois avec tout ce qui se passe. Il peut se passer tellement de choses. Ouais. Ça va encore une fois de plus se jouer dans la tête. Et au niveau de la gestion des émotions, on sait que les Croates sont quand même assez solides. On voit que les Argentins, la dernière fois, ils se sont fait peur, mais ils ont su quand même se reprendre pour gagner au péno face aux Pays-Bas. Donc voilà, ça va être une belle opposition, sincèrement. Je pense que la clé, clairement, ça va jouer au milieu de terrain. De toute façon, c'est une compo qui a été mise en place exprès par Scaloni pour poser des problèmes à ce milieu de terrain croate et peut-être les empêcher de ressortir le ballon trop facilement. Et du coup, ils vont peut-être essayer de les chercher, je dis pas ultra haut, mais peut-être un peu haut, un peu plus haut, tu vois, pour pas les laisser manœuvrer trop dans leur camp. Donc voilà, il y aura peut-être des joueurs qui vont presser et après, bah, forcément, s'ils sont fatigués, il y aura les entrants qui pourront apporter un peu de sang frais. Mais ça va être ouais, c'est trop compliqué, moi, je trouve, à lire encore une fois. Non, mais c'est sûr, hein, je vous pose les questions, les gars, Oui, mais à c'est part vraiment. Messi, oui, c'est ça. Bah, le truc côté argentin, on sait que si Messi ne sort pas un truc venu de nulle part pour peut-être faire la diff à un moment donné, les gars, on s'en doute, hein. De toute façon, l'Argentine, dans cette Coupe du Monde, c'est souvent Messi, le détonateur, souvent dans des matchs de merde en plus où il se passe rien, mais c'est souvent lui qui va te trouver la faille sur un exploit. Voilà, c'est une des possibilités. Ouais. Bah, ça, c'est sûr. Alors, transition parfaite, Bruce, vous le savez, on fait des petits crossovers désormais avec nos amis de chez Winamax. Eux aussi, hein, ils ont leur émission Winamax FC sur la Winamax TV. Et Walid Acharchour a parlé justement de Messi. Pour lui, il trouve que Messi est peut-être un petit peu trop esselé dans cette équipe. On l'écoute, messieurs, et juste derrière, je veux entendre vos réactions. C'est parti. Lionel Messi, j'ai l'impression que dans cette équipe, on ne se rend pas compte que contrairement aux autres stars qu'on a dans cette sélection, il est accompagné de joueurs, je ne vais pas dire standards, mais de joueurs limités offensivement. Limités offensivement. Lionel Messi aujourd'hui n'a pas des joueurs comme Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Joao Félix, Bruno Fernandes, Raphaël Leao, Richarlison, des mecs comme Vinicius, tous ces mecs-là, des Casemiro. Il n'a pas une grande équipe de football en termes de moyens techniques.
Aujourd'hui, sa force, c'est un Julian Alvarez qui découvre cette compétition, c'est un McAllister que la moitié des gens sur TF1 ne connaissaient pas ce soir. La même chose pour un Enzo Fernandez que personne ne connaissait à part les spécialistes qui regardaient Benfica, un Rodrigo De Paul, Molina, Acuna. On ne se rend pas compte de ce que doit faire Messi pour se démultiplier, Sofiane, et pour aller en demi-finale de Coupe du Monde. Et il te sort et il te pond encore un match face à une équipe où on se dit, bon, les Pays-Bas. Bon, alors je pense que vous avez compris l'essentiel de son avis. Kanto, est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce que pour toi, Messi, qui dans cette Coupe du Monde, il faut le dire quand même, a réussi à se sublimer pour porter l'Argentine. Je pense que s'il n'est pas là, l'Argentine, clairement, n'est pas en demi. Comme à chaque fois avec l'Argentine. À chaque fois, est-ce que tu es d'accord avec ce que dit Walid Achrchour, toi? Bah, j'adore la dramaturgie, j'adore le phrasé de monsieur Walid Achrchour, évidemment, mais évidemment qu'il a raison, parce que cette équipe d'Argentine, elle a très souvent souffert d'une chose, et je parle de ces dernières années, c'est-à-dire que les joueurs stars de l'Argentine n'étaient pas toujours excellents sous le maillot de l'Argentine, et des joueurs argentins qui ont brillé en club et qui font partie, ou ont fait partie des meilleurs du monde, mais qui sous le maillot de l'Albiceleste ont été bien moins bons, il y en a eu énormément. Aujourd'hui, Messi ne bénéficie évidemment pas d'une des plus grosses générations de l'Argentine. Au milieu de terrain, il n'y a pas de véritable cadre, il n'y a pas de véritable tueur où tu te dis que lui, dans n'importe quel club, il serait titulaire. Si on parle d'un Paredes, si on parle d'un Enzo qui est une étoile montante mais qui est encore un petit peu jeune, c'est des joueurs qui sont encore jeunes. Si tu prends des joueurs dans le secteur offensif, il y a une armada sur le papier. Si on pense à tous ces Argentins qui sont brillants, il y a une armada. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à part Alvarez, qui est un buteur du côté de City, qui est en train un petit peu d'apprendre du très haut niveau, et bah à côté t'as un Angel Di Maria qui est vieillissant, mais on a vu d'ailleurs dans le premier match où Messi, il est obligé de venir décrocher, de donner les ballons à Di Maria devant lui. Di Maria faisait des centres extérieurs du pied, c'est une phase de jeu qu'on a vu 50 fois. Pourquoi? Parce que Messi et Di Maria ont bien compris qu'il y avait qu'un de eux deux qui était capable de faire des différences, sinon personne d'autre n'était capable de faire les différences. Donc évidemment que quand il cite des Olivier Giroud qui a un véritable talent de finisseur, quand il cite un Kylian Mbappé, quand il cite un Rafael Leao qui peut arriver à provoquer, à dribbler, à prendre tout le monde de vitesse, un Fernandez qui sur une passe clé. Non, en Argentine, on n'a pas ce profil-là. Et si tu prends d'ailleurs l'exemple du but contre la Pologne, et je vais le répéter encore une fois, et peut-être que je me répète, mais il se passe quoi? T'as Angel Di Maria qui est sur le côté droit, et qui est obligé de forcer une passe. T'as trois défenseurs polonais entre Angel Di Maria et Léo Messi. Qu'est-ce qu'il fait, Di Maria? Il va quand même forcer la passe pour la donner à Messi qui est à 25 mètres des cages. Messi, il contrôle, il frappe. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça va être la seule opportunité du match où il va être en position de frapper dans ce but-là, parce qu'il a aucun de ses coéquipiers qui peut lui permettre de lui donner un ballon pour que lui, il soit dans une bonne situation et une bonne position pour pouvoir marquer un but. Donc il est obligé. Donc Di Maria, lui, est obligé de forcer sur Messi, et Messi, lui, est obligé de forcer personnellement pour arriver à faire la différence. Tout simplement parce que ils sont pas aidés. Ils sont pas aidés. Je dis pas que les joueurs à côté c'est des pipes. Attention, j'ai absolument pas dit ça. Mais on n'a pas des profils ultra créatifs, ultra créateurs, ultra percutants, ultra bons comme on peut en avoir dans quasiment toutes les sélections nationales. En fait, dans cette Argentine, là, pour moi, il a raison, mais il y a des trucs où ça va peut-être un peu loin dans le sens où mais ils sont pas là. Enfin, c'est différent. Il y a 2 ans, pour moi, l'Argentine, notamment lors de la Copa et tout, était bien plus forte et dépendait quand même moins de Messi. Ça dépendait de lui, Ouais. c'était toujours le meilleur joueur de l'Argentine, mais il pouvait faire des diffs et il y avait des buts qu'allait chercher Lautaro, par exemple, qui était ultra clutch, qui faisait énormément de diffs, qui marquait beaucoup de buts. Et il y a un joueur qui est pas là, je le dis depuis le début, qui a été ultra Lo important. Et Celso. lui, Lo Celso, avec cette Ouais. Argentine-là, il était monstrueux. Et lui était capable, balle au pied, de faire des remontées de balles, casser un peu les lignes, de faire des différences. Ouais. Lui, il peut le faire. Et Lo Celso leur faisait un bien fou. Quand tu avais Lo Celso, De Paul au top, avec l'Argentine, avec Messi et Lautaro, là, tu étais très bien. Le reste, on le sait. Tu n'as peut-être pas les meilleurs défenseurs du monde et tout, mais tu as des soldats, donc ça, c'est très important. Et les mecs sont bons dans les duels. Et du coup, là, tu avais une équipe plus complète, plus cohérente. Là, le truc, c'est que, comme on le dit, Lo Celso n'est pas là. Et Lautaro, ça a été son fantôme en ce début de Coupe du C'est Monde. ça. Donc, voilà, ils n'ont pas cette marche qu'a l'équipe de France, comme il dit, où il y a un banc de malades à la base, où tu as beaucoup plus de choix. Là, tu as 3-4 joueurs qui, à la base, sont ultra déterminants. Et là, malheureusement, c'est comme s'il y en avait 2 qui n'étaient pas là, quoi, par rapport à la dernière Copa, et qui changeaient énormément de choses, et notamment offensivement, etc. Donc, oui, ça fait mal. Alors, on va être encore un petit peu dans la fiction, Scipion, mais on en a vu des parcours d'équipe, justement, qui ont été tenus par peut-être un joueur. Bon, l'exemple le plus récent, je pense que c'est Benzema. Il n'était pas tout seul non plus. On va pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais voilà, on en a vu des joueurs qui ont vraiment porté l'équipe. Benzema,
Zidane avec la France en 2006 peut-être par exemple, bien entouré aussi. Mais je veux dire, ça existe. Est-ce que ça peut tenir? Est-ce que ça peut tenir un Messi comme ça esselé jusqu'au bout de cette Coupe du Monde? Est-ce que là, peut-être que cette Croatie, est-ce que ça va pas être un petit peu la limite face à une équipe qui joue vraiment bien? Non, mais de toute façon, cette Argentine, elle a connu une colonne vertébrale qui a un peu chancelé, hein. Elle est arrivée voilà, il y a 3 mois en se disant, bah voilà, on a notre série d'invincibilité, on a plusieurs armes, et mine de rien, l'absence de Lo Celso qui manque beaucoup dans le lien collectif, un De Paul qui a eu beaucoup de problèmes physiques au début de cette Coupe du Monde, à Lautaro qui a un gros souci de confiance, mine de rien, il a fallu tout Il y reconstruire a eu en très peu de temps. Romero aussi qui est arrivé Romero, diminué. exactement. Ouais. Et je pense que le match contre l'Arabie Saoudite, Messi a pris conscience qu'il fallait qu'il prenne les choses en main, qu'il soit voilà, vraiment décisif pour sortir cette équipe du pétrin. Mais tu vois, petit à petit, ça commence à bien revenir. Il y a De Paul qui physiquement tient bien mieux les matchs. Je pense à Otamendi qui a fait quand même un match intéressant contre les Pays-Bas. On a Martinez, on a comment il s'appelle, Romero justement aussi qui est entré en jeu. On a Emiliano Martinez, le gardien, qui lui a sorti une très bonne séance. Et on sait que pour aller loin dans une grande compétition, et ça s'est vu pour leur Copa América, ils ont besoin de ce type de portier. Devant, il y a une révélation, Julián Alvarez. En fait, c'est plus tout à fait la même équipe que la Copa América. Et je suis d'accord avec Bruce, qui était très dominante collectivement. Mais petit à petit, il y a des joueurs qui, des jeunes joueurs comme Enzo et Alvarez, ils peuvent pas se cacher. Ils sont titulaires en Coupe du Monde. Il faut qu'ils y aillent. Et eux, pour le coup, ils saisissent leur chance. Alors, oui, c'est une équipe qui est moins impressionnante. Elle dépend quand même beaucoup de Messi, on va pas se mentir. Mais voilà, on a parlé de ces fameux soldats, ça revient à ce qu'on disait au début avec le discours de Regragui, tout ça. Pour aller en Coupe du Monde, finalement, il ne faut pas non plus être l'équipe la plus soyeuse balle au pied. Si tu as un joueur qui est déterminant, si tu as un très bon gardien et si tu as des joueurs qui sont prêts à sacrifier collectivement, tu peux faire un très très joli parcours. L'Argentine, pour l'instant, y est, parce que c'est vrai qu'après la défaite contre l'Arabie Saoudite, on disait que ça allait être compliqué. De aller voir dans le dernier carré, c'était quand même délicat. Pour le coup, ils se sont bien ressaisis. Ils sont passés par la tempête Pays-Bas parce que le début de la prolongation, je n'étais pas serein pour eux. Maintenant, voilà, c'est un tout autre défi qui s'avance vers eux parce qu'on a vu la Croatie vraiment bien résister face au Brésil, leur poser beaucoup de soucis. Pour le coup, oui, évidemment, on sait que Messi sera déterminant, mais je trouve qu'il y a des joueurs qui se révèlent quand même, qui prennent pas tous leurs responsabilités. Mais pour le coup, je vois une Argentine qui peut avoir plusieurs armes différentes. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu de votre ressenti général sur la rencontre, des matchs dans le match, dans cette rencontre, Bruce, on va parler maintenant peut-être des joueurs à suivre sur cette confrontation. Quels sont les joueurs, pour toi, qu'il va falloir vraiment observer de près ce soir? Quels sont ceux qui, à ton avis, vont se sublimer ce soir? Bah, les Des deux classiques, côtés, hein. tu peux me dire des deux côtés. Bah, les classiques, quoi. Le truc, c'est que je vais pas être très, très original, hein. Le Après, si milieu... t'en as un qui te vient en tête comme ça, qui Non, a mais peut-être une carte à jouer. Comme d'hab, le milieu de la Croatie, bien évidemment. Après, il faut avoir Messi, peut-être si des fois il arrive à être entre les défenseurs et les milieux, tu vois, vu qu'il y a des grands gabarits derrière, est-ce que des fois, du côté de Lovren, peut-être il n'y a pas un coup à jouer, Ouais. c'est que Vardiol, tu sais, c'est très fort, etc. Donc je me demande si des fois Messi, tu sais, il va pas chercher à aller peut-être dans la zone de Lovren, parce que c'est peut-être moins impressionnant et moins tonique surtout Ouais. qu'un Vardiol. Après, j'ai envie de te dire... un peu tout le monde, hein. Là, je vous donne que des hashtags analyses, mais Messi. Non, moi je veux des joueurs, des noms en particulier. On sait que Messi, si l'Argentine doit gagner, Messi devra faire un gros match. Donc à partir de là, c'est essentiel. Et après, bah, on verra. Alvarez, moi j'ai bien aimé son début de Coupe du Monde, même si contre les Pays-Bas, ça a été un peu plus compliqué. Mais on sait que lui, pour le coup, c'est peut-être un des joueurs qui peut avoir cette étincelle. On sait qu'il a une bonne frappe de balle. Et après, côté croate, au-delà du milieu de terrain, Vardiol et tout, il y a Perisic comme d'hab, où je m'en méfie énormément. Parce que lui, souvent, quand son équipe est en galère ou ce que tu veux, il met pas 150 buts, mais j'ai l'impression que c'est un mec, voilà, que c'est un mec qui a, quand ça se complique pour son équipe, on l'a vu contre le Brésil, qui est capable de te sortir un truc un peu de nulle part. Donc, moi, c'est un joueur, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour Perisic, et pour ce soir, je m'en méfie encore beaucoup. En tout cas, une chose est presque sûre. Le jeu de la Croatie est quand même, le jeu de l'Argentine est quand même un petit peu plus central, donc peut-être que les latéraux croates vont avoir moins d'intensité dans leur zone que ça a pu être le cas contre le Brésil. Hein. On le sait, le Brésil avec des Vinicius, avec des joueurs aussi dynamiques, forcément ça demande un petit peu plus de boulot. Scipion, même question pour toi. Est-ce que tu vois des joueurs ce soir qui risquent de se sublimer?
Bah forcément, il y a un match dans le match entre les deux gardiens de but, parce qu'on a vu leur séance de tir au but, on a vu leurs arrêts déterminants, et que ce soit Ibeado Martinez ou Livakovic, on a deux très bons gardiens de sélection de grands tournois. Donc je suis curieux de voir en fait ce que va devenir Livakovic après cette Coupe du Monde, parce que ça parle de lui au Bayern pour suppléer Neuer, qui a décidé d'aller faire du hors-piste alors qu'il a quand même un match de Ligue des Champions dans 2 mois. Après, tu vois, niveau latéral croate, j'ai beaucoup aimé Juranovic contre le Brésil. Ah, moi j'ai adoré. Vraiment, ça a été pour moi un des hommes Non, du match. je suis d'accord avec toi, et pourtant je trouvais que jusque-là il faisait pas une Coupe du Monde extraordinaire, mais Je l'ai vraiment pas, il s'est sublimé. je l'ai pas trouvé du tout excellent moi avant le Brésil. Ouais, non, je suis d'accord C'est avec toi. vraiment sur le match contre le Brésil. Ouais, Moi, j'ai ouais, bien trouvé sûr. Bah, incroyable. Espérons que c'était que contre le Brésil. Du coup. Non. Non, mais moi je me dirais même que c'était un des hommes les moins en vue de cette équipe croate et tout, et il était Carrément. un Ouais. peu anecdotique, et là je trouve que vraiment il a fait un très bon travail défensif, et même offensivement une qualité de centre. Du coup, c'est le genre de joueur faut surveiller pour Tagliafico, parce que on sait que Tagliafico c'est un latéral qui a tendance des fois à un petit peu monter, à peut-être délaisser, donc ça va être un homme à surveiller. Et après, écoute, honnêtement, forcément, j'ai envie de voir Paredes. Est-ce que Paredes va réussir Ouais. à se calmer, à se canaliser, à se mettre au service de ça? Après, si ça se trouve, Paredes, physiquement, on ne sait pas forcément trop où il en est, hein, parce que son premier match contre l'Arabie Saoudite, il était en totale galère. Peut-être qu'il va tenir même pas 1 heure, hein, c'est toujours un peu délicat à suivre. Mais voilà, c'est vrai que Paredes a une grosse mission ce soir, parce qu'il a des très très bons clients en face de lui. Et Est-ce voilà, qu'il va finir le match dans tous les sens du Après, terme? le rythme sera peut-être pas ultra élevé aussi par moment, donc si ça peut va l'aider. peut-être l'aider, ouais, voilà. Non, forcément, on a envie de voir ça, mais non, il y a pas mal de bons joueurs à surveiller, et de cas à part dans cette demi-finale. Et Kanto, bon, ce sera la même question, mais toi, je te connais très bien. J'ai l'impression que ton rêve, c'est de voir vraiment, comme tu l'as dit en début d'émission, ce duel entre Livakovic et Martinez. J'ai l'impression que c'est ce que tu veux voir ce soir. Ouais, Ou bon. peut-être pas forcément. Si, ça serait un duel qui serait forcément beau. Après, ce que j'espère avant tout, c'est de voir un beau match, parce que franchement, je crains autour de la teneur de ce match-là. Et j'ai l'impression qu'on va pas forcément passer 1 heure et demie hyper agréable pour une Il en avait demi-finale dit de. pareil, il était au final pas si dégueu, vu qu'il Oui, y a. c'est C'est vrai. contre les Pays-Bas, vu que c'est C'est vrai, parti c'est en vrai, c'est couille. vrai. C'est vrai, mais voilà, j'attends de voir ça. Après, évidemment que ce duel Livakovic-Martinez me met l'eau à la bouche. Après, s'il peut y avoir un vainqueur dans les règles de l'art plutôt qu'au tir au but, je prends aussi, hein. J'aime aussi le beau football. Mais c'est vrai que ça va être la dramaturgie de ce duel-là avec Livakovic qui peut. Je te connais par cœur. Ouais, j'aime beaucoup, c'est vrai. Non, mais sinon, au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres joueurs, toi, que tu as envie de mettre en avant? C'est vrai qu'on a parlé de Perisic aussi. Perisic qui semble vraiment être dans sa Coupe du Monde, hein. En ce moment, il est bien en forme. Le milieu, on en a pas mal parlé. Peut-être les défenseurs. Et qui t'as envie de mettre en avant, toi? Bon, bah, peut-être McAllister pour le coup, Ouais. qui est hyper important dans cette équipe d'Argentine et qui va évoluer sur le côté avec Messi a priori face à Sosa. Donc c'est peut-être pas le meilleur joueur côté croate. Bon, c'est un joueur qui commence à avoir pas mal d'XP maintenant, mais voilà, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, même si les deux peuvent beaucoup permuter et venir dans l'axe. Mais j'attends de voir un petit peu de travail du côté de McAllister, qui est pour le coup un des joueurs qui peut faire la différence face à ce côté croate. Ok, très bien. Non, mais messieurs, vous avez été très complets sur ce match-là. Bruce, qu'est-ce que t'attends? Quelle physionomie est-ce que tu vois pour ce soir, pour conclure cette preview? Si jamais il y avait un scénario idéal comme ça que tu voudrais nous donner, ce serait lequel? Que l'Argentine se qualifie, peu Non, importe mais le je te scénario. parle d'un point de vue Bah, footballistique, bien sûr. non, mais je m'attends à un match avec pas un rythme effréné. Il y aura Ouais. forcément des temps forts pour les deux équipes où ça essaiera de se projeter, mais je pense que dans l'ensemble, il y aura un rythme posé. Les Argentins, on sait qu'ils aiment aussi, ils peuvent reculer, il y a à attendre, tu vois, les duels, etc. Et côté croate, c'est un peu pareil. Au final, il y a des différences entre les deux équipes et ils sont peut-être plus athlétiques, les Croates, mais je trouve qu'il y a quelques similitudes. Tu vois, il y a beaucoup de soldats dans les deux équipes. C'est peut-être pas les Ouais. joueurs les plus beaux à avoir joué à certains postes, mais c'est des soldats, quoi, des mecs agressifs qui sont bons dans les duels. Donc voilà, encore une fois, la clé de toute façon, on le sait tous, ça va être le milieu de terrain. Et voilà, on verra, ça partira comme d'habitude d'un éclair de génie, soit de Messi, soit de Modric. Kovacic aussi, que j'aime beaucoup. Faut s'en méfier, parce que c'est un joueur qui, lui, balle au pied, des fois peut gagner du terrain. C'est un joueur qui a tendance peut-être à être un peu sous-coté, je trouve, parce que moi, c'est un joueur que j'adore. Lui, il va falloir s'en méfier beaucoup. Et comme d'hab aussi, encore une fois, leur milieu de terrain, Brozovic, voilà, lui, c'est pareil. Si tu le laisses un peu faire ce qu'il veut et tout, orienter comme il veut, ça peut très vite être galère.
Non, c'est vrai que je voulais peut-être aussi, avant de conclure, hein, Scipion et Kanto parlaient peut-être de l'aspect mental, parce que le mental, c'est tellement important à ce stade de la compétition. Quelle est l'équipe peut-être qui vous semble la mieux préparée, la mieux armée sur ce plan-là? Est-ce qu'il y a une équipe qui vous a montré peut-être un petit peu de déficit à ce niveau? On commence par toi, Scipion. Bah, je pense que celle qui veut emmener le match le plus loin possible, c'est la Croatie, évidemment. Et ils ont Ouais. l'habitude, depuis 2018, de nous offrir beaucoup de prolongations et de matchs intenses à ce niveau-là. Donc voilà, après, l'Argentine, c'est quand même fort, hein, mine de rien, de faire, tu sais, d'avoir surmonté cette tempête néerlandaise, Ouais. d'être fait égaliser à la dernière minute, d'avoir ce coup de massue. Et au-delà des tirs au but, même d'avoir repris le pas sur le jeu, d'avoir dominé, d'avoir eu des occasions. Le tir dévié de Lautaro, le tir sur le poteau d'Enzo. Honnêtement, la prolongation, ils l'ont bien géré parce qu'ils avaient vraiment pris un gros truc sur le crâne. Donc, en plus, ils ont Martinez, ils savent qu'ils peuvent compter sur lui au tir au but. Donc, tu vois, je dirais peut-être 51-49 pour la Croatie, mais ça joue pas grand-chose. Je pense que sur la gestion des émotions, le seul joueur qui m'inquiète un petit peu, c'est Paredes. Mais voilà, si il n'a rien contre les Croates, contrairement aux Néerlandais, ça devrait bien se passer, à moins qu'il soit vraiment en mode castagne. Il lui faut pas grand-chose à Paredes Ah pour ouais, chauffer. Hein. alors lui, Non, en mais 2 secondes, il est parti. Hein. En fait, c'est pour ça j'ai peur qu'il y ait une petite étincelle et qu'après, dans son cerveau, il vrille, quoi. Mais ça t'es demi-finale de Coupe du Monde, ton pays n'a pas besoin de ça, quoi. Quant aux mêmes questions sur l'aspect mental, comment tu vois les choses, toi? Bah, sur l'aspect mental, je crois qu'aujourd'hui c'est quand même difficile de faire mieux que la Croatie, hein. La Croatie, ils ont une génération d'expérience avec quand même pas mal de joueurs, même s'il y a eu un effectif qui est changeant et que c'est pas le cas de tout le monde, mais il y a pas mal de joueurs qui ont déjà vécu l'épopée de 2018 avec pas mal de tirs au but, huitième de finale, quart de finale, la victoire en prolongue en demi-finale, puis cette petite déception contre la France, donc il y a le sentiment de revanche aujourd'hui déjà avec une possible qualification pour une finale de Coupe du Monde, et puis derrière, bah, c'est vrai que déjà ils sont passés un petit peu par tous leurs états, un but encaissé contre le Brésil en prolongation. Ils arrivent quand même à revenir, aller chercher la win au tir au but. Pareil au tour précédent avec une séance de tir au but. Donc mentalement aujourd'hui, c'est quand même difficile de faire mieux que la Croatie dans cette Coupe du Monde. Après attention quand même parce qu'on a vu Modric qui a été plutôt bien géré physiquement depuis le début de la compétition, mais il a quand même avalé 120 minutes au dernier match. Ouais. Et que Il a fait que ça, mine de rien, il galope encore et les matchs s'enchaînent très vite. S'il doit encore refaire une prolongation, ça peut être compliqué pour lui, pour Monsieur Modric. Après, l'avantage pour ces deux équipes-là, c'est que peu importe qui va en prolongation, une des deux équipes qui ira en finale aura un jour de récupération de plus que l'équipe de France pour la finale. Donc ça aussi, ça va compter. On va pouvoir aller chercher Si très la loin dans France les se organismes. qualifie. Ou Si le la Maroc. Oui, oh putain, Ah ouais. excusez-moi. Alors là, Aïe, ça, ouais, aïe, là- aïe, 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 aïe. Là, il y en a qui vont Ah, nous tomber dessus, Kanto. Là, c'est un espèce de lapsus. Ouais, non, désolé à mes amis marocains, mais c'est vrai que je vois tellement la France gagner que j'ai dit la France. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez suivi l'anecdote de la FFF en parlant de ça. La FFF en 2018, ils avaient invité en gros les 300 employés de la Fédération française de foot à aller du côté de Moscou pour voir la finale du championnat du monde, de la Coupe du Monde. Ouais. Et là, cette année, bah, ils ont déjà envoyé les places, prévu les vols et compagnie pour les Ah 300, ouais, ils sont chauds. Hein. les 300 Aïe, aïe, personnes aïe, 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 aïe. avant même la demi-finale. Donc bon, attention au karma, mais ouais, ça, c'est pour vous Ah, dire ça, je serais à la que, tête que de ça, c'est le truc, je ferais que quand c'est acté. Ah, ça, je sais pas. Ah ben Ah, Courbis à la radio, là où j'ai écouté ça, Courbis il a dit attendez, moi je fais ça, je fais la tête de l'équipe de France. Mais c'est superstitieux comme je suis, mais je pète Bah un ouais, câble. c'est. Je sais pète pas, un ouais. câble. Faute grave. C'est Ah pas ouais. pareil. Non mais oui, en tout cas j'entends bien oui vos avis sur la Croatie. C'est vrai que c'est l'équipe. Hein, voilà, tu sors le Japon alors que le match était vraiment pas simple. Au prolongue, là tu sors le Brésil. Donc forcément mentalement ça te donne une force. Et je pense aussi qu'il faut pas sous-estimer aussi l'aspect mental des Argentins, hein, parce que la Coupe du Monde a très mal commencé pour eux. On les sentait même quasiment au fond et derrière ils ont quand même réussi à se relever. Moi c'est le sentiment que j'ai par rapport à cette équipe d'Argentine, c'est que quand même elle est en train de vivre une Coupe du Monde qui est tellement particulière que ça, quelque part, ça te donne aussi de la force. Et je pense que tu peux aller chercher des ressources là-dedans en te disant que ça a tellement été dur, ça a tellement été bizarre que finalement ça aussi, ça peut te permettre d'emmagasiner de la confiance et de te dire que pourquoi pas finalement. Donc moi je pense que sur l'aspect mental, peut-être oui, la Croatie a un petit avantage, je pense, mais je pense que l'Argentine est quand même assez bien armée aussi, tu vois. Je pense que les épopées comme ça, les petites aventures, ça te forge quand même une équipe. Donc je les vois aussi très bien là-dessus. En tout cas, ce sera, à mon sens,
un très beau match. Qu'est-ce qui te fait rire, Bruce? Non, c'est le chat par rapport à Kanto. Ah ouais, Ah qu'est-ce ouais, qu'ils là, ont je dit veux qu'ils pas ont dans dit la... Oui, c'est une info que j'ai entendue sur RMC. Après, je sais pas si elle est véridique ou pas, mais en tout cas, normalement, quand ça passe sur RMC, c'est quand même assez fiable comme source. Après, c'est peut-être pas vrai, mais voilà. Non, en tout cas, désolé, c'était vraiment un putain de lapsus. Mais c'est que comme j'ai déjà donné mes arguments, je vois la France mieux taillée que le Maroc, et surtout, à mon sens, il y a beaucoup trop de blessures. Bon, on aura l'occasion d'en reparler demain, Oui. mais pour moi, toutes les blessures malheureuses du côté du Maroc, Mais je ça va trouve qu'ils être, seront ça va là, être non, beaucoup, au quoi. final, peut-être un peu diminué, mais selon les Oui, dernières oui. infos. Mais j'ai J'ai pas dit que je l'impression. voyais la France les exploser, Oui, hein. oui, non, mais Je vois la pense France ça. passer malgré tout, mais j'ai pas dit que je les voyais les exploser, attention. Parfait, messieurs. Allez, on termine cette émission avec notre Pronogate. On continue de parler de ce Argentine-Croatie. Jingle. Avec notre partenaire Winamax, comme depuis le début de cette Coupe du Monde 2022. Et on vous rappelle, si jamais vous êtes mineur hein, et que vous nous regardez, que les paris sportifs, c'est pas pour vous. Vous n'avez pas le droit de parier si jamais vous n'avez pas 18 ans. Alors, messieurs, un point sur le classement. Moi, j'ai quelque chose à vous proposer, les gars. Vous allez me dire ce que vous en pensez. On se regarde juste d'abord le classement donc de ce Pronogate version Coupe du Monde. On sait que Scipion est toujours premier avec 27 points, Kanto avec 26, le FC Guez donc qui est bien en embuscade à 25. Troisième, la honte. Troisième, il vous rate jamais. Zal à 23 points, Bruce à 22 en poursuite, hein, bien entendu. Et avec Zach Nani, bien sûr, on referme la marche tristement. Ce que je voulais vous proposer, messieurs, c'était que si jamais, après les demi, puisqu'il nous restera aussi le My Match de demain, si Kanto et Scipion sont toujours premiers, moi je vous propose qu'on fasse une finale entre les deux. Si jamais Kanto peut encore rattraper Scipion. Parce que si jamais toi, Bruce, tu peux pas les rattraper. Si jamais tu peux pas rattraper le deuxième. Ça nous empêche quoi de continuer à jouer, nous? Ah, mais on peut jouer, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut organiser une finale, tu vois, un peu comme la finale de la Coupe du Monde, quoi. Vous voulez pas aller chercher les places d'honneur, dépasser le chat? Bah, les fraudes. C'est qu'en fait, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Ouais, mais Eux, je ils vont sais pas. faire la ce qui me finale fait chier, entre eux et nous. Ce qui me fait chier, c'est qu'il reste 3 matchs. Il va falloir forcément que j'arrive à faire un my match différent de celui de Scipion. Et malheureusement, avec le peu de matchs qui reste, je sais pas si on va c'est avoir des possible, my il en matchs différents. suffit d'un. Ouais, il en suffit d'un qui soit différent et qui passe. Pas évident. Ou alors je vais Non, être mais obligé de tenter les trucs. Si Scipion il tente une Moi, cote je à veux 3. finir devant le chat, vais être- donc moi, je veux continuer à jouer. Hein. Ah, d'accord, ok. Non. Moi, je pensais faire un petit événement, tu vois, une petite finale à nous aussi, quoi. C'est pour ça, mais bon, si tu veux passer En devant vrai, le FC finir sur le Guez, podium, ça peut être pas mal. Ok. Bon, bah d'accord. Alors, du coup, on continue comme on a commencé. Alors, pas de prono, du coup, on va juste faire un My Match. My Match, vous connaissez le principe, c'est extrêmement simple. Sur le site winamax.fr, vous allez sur un match et vous pouvez donc choisir plusieurs sélections. Bah, c'est pas un flop, les gars, c'est une proposition, c'est tout. Il y a aucun flop. Hein. Je propose un truc, si ça passe pas, c'est tout. Alors, sur le site Winamax, donc voilà, vous allez faire votre My Match. Et donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on cache l'identité de ceux qui ont fait le My Match. Il y a un truc, une particularité aujourd'hui, c'est que il y en a 3 qui ont exactement le même My Match. Il y a 3 personnes qui ont mis match nul. Et dites-vous entre- que le chat, faut qu'il devine, et c'est au petit bonheur la chance, qu'il y a de fortes chances qu'il y en ait un des 3, ce soit l'un des 2 premiers, tu vois. Ouais, justement. À qui appartiennent ces My Match? Il y en a 2 qui ont tenté la cote à 5 et 3 autres qui ont tenté plus de 3. Si vous vous souvenez bien, parfois certains s'expriment sur comment ils font leur My Match. Donc peut-être que ça peut vous donner un indice sur l'identité de ceux qui ont fait ces My Match. Donc pour l'instant, personne ne dit rien. On vous fait voter sur le chat et juste après, on vous fera découvrir l'identité de nos amis qui ont parié. Alors vous avez choisi le 5e My Match et donc vous avez choisi mon My Match, comme quoi on floppe pas à tous les coups. Donc une cote à plus de 5 pour le FC Guez. Et Bruce, je crois que t'es tranquille du coup. Hein. Là, je suis tranquille, ouais. C'est donc là que je vais me rapprocher du chat. Exactement. Alors, vous avez... et là, le chat fait « Non, pas Brax !» C'est bonne règle pour le coup. Alors, les gars, vous êtes 3 à avoir mis match nul. Bah, tous les 3, en fait. Vous avez tous mis match nul. Ouais. Vous êtes concertés? Mais malheureusement non, sinon j'aurais mis un truc différent de Scipion, mais pour le coup, ouais, comme j'ai dit, je vois un match nul 0-0 un partout. On va voir. Je vois un match qui se décantera en prolongation au tir au but pour ma part. Ça se voit qu'Anto, il a le mort, là. Ah ouais, j'ai le mort parce que je sais Bah, que il je a peux le pas, même je peux que pas. lui, ouais.
Il reste plus que 3 matchs et je sais que déjà. Je bah, comprends c'est pas vrai, je pourquoi me t'as dis- pas tenté un buteur quand toi tu le savais qu'il allait mettre nul. T'aurais dû faire comme Braque, rajouter un buteur croate Ouais, ou Bah argentin oui, et voilà. T'aurais j'ai dû quand- hésité. tenter. J'ai hésité. Bah, il va me rester 2 matchs pour tenter. Le problème, c'est contre la France. Je sais à peu près Non, ce que je 3 vais faire. matchs à la 3e place. Hein. Petite finale. Ah ouais. oui, c'est vrai, il comptera, c'est vrai, exactement. Bien vu. Bien vu, bien vu. Tantôt, t'as été C'est trop vrai. rigide, t'aurais dû tenter une cote à plus de Ouais. 5. Et Bah ouais, c'est dans ces moments-là où il faut prendre des risques. Après, j'ai un point de retard. Hein. Juste Ouais, si on a je un sais, truc mais bon. différent, je peux remonter. Mais bon. Ah, imagine, t'en prends 3 et tu lui en mets 2 si jamais le sien il passe pas. Ouais. Je sais pas si tu te rends compte. Hein, Ouais, c'est ouais. dommage. On va voir ça. Scipion, pareil, un nul hein, pour toi. Ouais, on a évoqué pas mal d'arguments sur ce match et tout, et j'ai le sentiment que ça va aller en prolongation, voire au tir au but, parce que les Croates aiment bien ce jeu long-là. On va voir comment l'Argentine va s'en sortir pour trouver des solutions. Mais je pense que ouais, ça va être un match à fermer compliqué. Ok, très bien. Bruce, pareil. Hein. Bah, de toute façon, tu l'as dit, hein, pas trop de prise de risque. De toute façon, là. De toute façon, j'aurais mis ni l'un ni l'autre. Donc match nul comme ça. Après, ça se passe sur le terrain. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah, messieurs, merci beaucoup pour cette émission. Comme je vous l'ai dit, rendez-vous demain à 18h45, 50. On va prendre l'antenne à ce moment-là, histoire de se faire une vraie preview de France-Maroc, mais genre vraiment juste avant. On va essayer de faire monter un petit peu la sauce, ça va être bien sympa. Et on se retrouvera juste après à 22h ou alors un peu plus tard si jamais il y a des prolongations, on ne sait jamais, pour débriefer la rencontre en espérant, bien sûr. Hein, bon, on sait qu'on a beaucoup d'amis marocains sur le chat, mais on va pas se mentir, hein, on va espérer une victoire quand même de la France ici. En tout cas, ce sera un très très beau match. Merci beaucoup Bruce, merci beaucoup Merci, Scipion, les merci gars. Kanto. Salut les gars. Merci à vous, merci le chat. Ciao. Et on est ensemble le FC Gaze, on est ensemble les gars, on est ensemble ce soir. À demain, Bye. salut.